je démarre la présentation qui était initialement prévue, donc que j'ai intitulée Comment un secteur d'activité peut devenir moteur d'une dynamique territoriale plus large, puisque la question était beaucoup d'essayer de comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre ces questions euh, écologiques et les questions de développement économique. Donc là, je vais vous parler d'un territoire beaucoup plus proche d'Avignon, donc la vallée de la Drôme. Et donc, je vais prendre l'exemple de Biovallée dans la Drôme. Donc, le point de départ de cette dynamique dont je vais vous parler, c'est un livre blanc qui est rédigé en 1971. Donc, vous voyez, bon, je ne vais pas vous faire toute l'exégèse de comment est né ce livre blanc, mais il y a un comité de développement et de défense du Diois. Donc, le Diois étant dans la partie… alors, attendez, je vais prendre le pointeur laser. Le Diois est ici. Vous voyez, donc une des parties les plus montagneuses de la vallée de la Drôme. En fait, la vallée de la Drôme, elle part d'ici, de Montpoint-Rouge, Livron-sur-Drôme, et en fait, elle continue tout du long ici. Donc, la vallée de la Drôme, on parle de cette partie médiane du département de la Drôme. Donc, pourquoi ce livre blanc est rédigé? L'idée, c'est de dire on a une dynamique plutôt sénescente. Donc, des agriculteurs sont en train ils vieillissent. Il n'y a pas forcément de relève, malgré les quelques néo-ruraux qui s'installent. On est vraiment plein dans cette période. Et donc, l'enjeu au départ, c'est d'enrayer le déclin démographique et économique du Diois. Mais très vite, on va voir, et notamment dans la vallée de la Drôme, et notamment sous l'influence des néo-ruraux, c'est que dès le départ, le respect de l'environnement va être au fondement du projet de territoire. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va voir cette articulation entre, malgré tout, des tendances à vouloir privilégier la question économique et, malgré tout, toujours en fond, cette question environnementale derrière. Alors, il y a un truc qui me dérange, voilà. Donc, il y a une succession de programmes qui vont être… en fait, le territoire va quelque part se spécialiser dans sa capacité à rédiger des programmes. Il répond à des appels divers et variés sur le développement territorial ou d'autres aspects. Et la vallée de la Drôme va se spécialiser dans sa capacité à aller chercher de l'argent public, pour l'aider à mener des nouvelles actions. Donc, par exemple, dans les années 90, il va y avoir le programme PIM pour améliorer la compétitivité au niveau notamment de l'agriculture. On a, au même moment, il y a un autre programme PDZR, alors j'oublie les sigles, hein, désolé, un programme sur la question de comment dynamiser des territoires ruraux. Il y a le PIDA qui est là pour développer l'agriculture biologique. Et en fait, par cette multitude de petits programmes, progressivement, le territoire monte en compétences sur la réflexion sur ce qu'il peut devenir. Puis, il y a un moment clé aussi, ça va être autour de la vallée de la Drôme. La vallée de la Drôme a des problèmes. Il y a des problèmes à la fois de quantité, les agriculteurs s'en rendent compte, mais il y a aussi beaucoup des problèmes de pollution de la Drôme. Et en 1997 va être initié un SAGE, donc un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, qui va aboutir 2 ans plus tard à un contrat de rivière. Et d'après Sabine Girard, qui a beaucoup travaillé sur cet aspect, ça va véritablement produire une conscience territoriale à l'échelle de l'ensemble de la vallée entre les différents usagers. C'est-à-dire que la question de l'eau, quelque part, elle traverse tout le territoire, hein, puisqu'on est dans une vallée, la vallée liée à la Drôme. Et finalement, ça va créer le sentiment d'appartenir à quelque chose de relativement commun. Alors, on ne va pas dire que c'est un unique territoire où tout le monde pense la même chose, loin s'en faut. Il y a des conflits entre les parties du territoire. Il n'empêche que tout le monde se rend compte qu'il est dans le même bateau, quelque part, sur la Drôme. Voilà, donc c'est important aussi de rappeler ce moment. Puis il va y avoir une montée en puissance aussi de la marque Biovallée, que vous connaissez sûrement. La marque Biovallée est créée en 2002. Et c'est cette marque qui va servir à obtenir des nouveaux financements avec des sommes beaucoup plus importantes que les projets dont je vous ai parlé auparavant,
Et c'est des financements autour du changement culturel et de l'agriculture. Alors, va être obtenu d'abord, j'en reparlerai, un GPRA, un grand projet Rhône-Alpes. Et actuellement, le territoire bénéficie d'un projet TIGA. TIGA, c'est Territoire d'investissement de grand avenir. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, ici, je saute à un modèle que l'on emploie en écologie territoriale. Donc, c'est un des travaux théoriques que je mène avec des collègues. L'idée, c'est de se dire, pour réfléchir à comment un territoire fonctionne du point de vue matériel, mais aussi immatériel, eh bien, il peut être intéressant de découper le territoire en plusieurs activités créatrices de richesse. Donc, l'idée, c'est d'identifier les principales activités structurantes pour le territoire, en ce qu'elles créent des richesses. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas de richesse monétaire, je parle de richesse dans un sens large. Les richesses sont matérielles, immatérielles et monétaires. D'accord? Donc, la richesse est dans une acception beaucoup plus large que l'acception monétaire. Donc, le territoire, on le découpe en plusieurs activités. Et là, donc, c'est le schéma pour une activité créatrice de richesse. Et bien, pour créer cette richesse, on mobilise des ressources qui sont notamment territoriales, mais pas que. C'est pour ça que j'ai mis à cheval. Là, c'est la limite territoriale en vert. Donc, les ressources matérielles, évidemment, sont mobilisées. Les ressources immatérielles, alors pour vous dire rapidement, ça peut être des savoir-faire, ça peut être le fait de savoir travailler ensemble. Ce sont des ressources immatérielles. Le paysage est une ressource immatérielle également. Et puis, il y a des ressources monétaires, par exemple des subventions de la politique agricole commune, c'est une ressource monétaire. Donc, toutes ces ressources sont mobilisées ensemble pour favoriser la création donc, de richesses. Et donc, il y a un certain nombre d'effets produits, et eux-mêmes sont de nature matérielle. On produit par exemple des tonnes de plantes aromatiques, des produits immatériels, mais je vais revenir dessus, ça sera plus concret, et des produits monétaires. Et puis, tout ceci va avoir des rétroactions positives et négatives, ce qui veut dire qu'on est dans une logique systémique. D'accord ? Alors, j'ai essayé d'adapter ce schéma, mais sans mettre les flèches, à la dynamique de BioValley telle qu'elle était en 2005. Donc, j'ai repris les documents de l'époque, de 2005, de BioValley, comment BioValley se voyait, quelles étaient les ressources visibles au regard des acteurs de BioValley et qu'est-ce qu'ils produisaient. Et là, j'ai mis un code couleur. Alors, le code couleur, je vous l'explique. Ce qui est plutôt en gris-bleu, ce sont des ressources immatérielles. En vert, ce sont les ressources d'une autre nature. Encore, ce sont des ressources, on va dire, socio-écologiques, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'une interaction forte entre les humains et leur environnement. En rouge, on a les ressources matérielles. Et en jaune, mais là, il n'y en a pas, on a plutôt des produits monétaires. D'accord ? Ça se traduit par des choses monétaires. Donc, vous voyez que les ressources qui sont mobilisées par BioValley, sachant que leur activité structurante, c'est autour de la biomasse, c'est-à-dire ce sont les plantes à parfum aromatiques et médicinales, c'est la bioénergie, le chauffage bois et la bioconstruction. Donc, vous voyez que c'est de l'agriculture, mais l'agriculture qui dépasse, puisqu'elle va vers l'énergie d'un côté et vers la construction de l'autre. Vous voyez, d'emblée, on a de l'agriculture, mais qui ne cherche pas à être cantonnée à une production agroalimentaire de base. Et vous voyez que les ressources sont de nature très différente. Il y a la qualité de l'eau de la Drôme, vous voyez, comme ressource immatérielle, le fait de savoir coopérer entre les différentes communautés de communes est considéré comme une ressource importante. Il y a des centres de formation qui sont mis en place. Le patrimoine n'est pas oublié. Il y a des appellations d'origine contrôlée, comme dans beaucoup d'endroits, qui sont vraiment des ressources très précieuses. La pratique de l'agriculture biologique, des opérations haute qualité environnementale dans le bâtiment, un partenariat avec le parc naturel régional du Vercors. Et tout ça sont les ressources qui permettent ensuite d'avoir différents produits, notamment, vous voyez, la notoriété de la Drôme. On accroît les revenus agricoles et forestiers, on accroît les savoir-faire autour de la biomasse. Donc, concrètement, ça veut dire que les agriculteurs apprennent à faire des choses nouvelles et apprennent à le faire mieux. On entretient le paysage, on gère la forêt un peu mieux, la déprise agricole est ralentie, et puis ça crée des emplois locaux. J'insiste sur le fait que certains de ces produits, ce sont des produits, mais ça va être des ressources pour d'autres activités structurantes du territoire. Typiquement, l'entretien du paysage et la notoriété de la Drôme vont devenir des ressources, par exemple, pour une autre activité structurante qui est le tourisme. Et donc, on voit ici que lorsqu'on fait un schéma comme ça, il ne faut pas oublier
le lien avec les autres activités du territoire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental à ne jamais oublier, même si on se concentre sur un secteur d'activité particulier, il faut régulièrement ne pas oublier les interactions fortes avec les autres parties du territoire, les autres activités, etc. etc. Alors, je vais aller plus vite, mais la dynamique va évoluer. Donc, j'ai pris les documents suivants. Ça, c'est le document qui a été rédigé dans le cadre du grand projet Rhône-Alpes, pour lequel ont été obtenues des sommes importantes. Juste, vous voyez, j'ai mis des cercles autour de choses qui apparaissent en plus, pas sur toutes, mais l'élevage caprin devient une activité considérée comme structurante autour de la biomasse. Et vous voyez que la disponibilité en eau, c'est une ressource dans le sens où c'est une ressource fragile. La multipolarité du territoire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés de communes, et cette multipolarité est véritablement vue comme une ressource, parce que ça évite justement que toutes les décisions soient centralisées. Ça, c'est un point important. Puis on voit comme autre ressource aussi les laboratoires, les huileries et les coopératives par rapport aux plantes aromatiques et médicinales, qui est considérée comme une ressource importante. Et dans les produits, j'ai oublié de vous dire, parce que il y a l'attractivité touristique, mais vous voyez, il y a deux choses qui apparaissent. Alors vous me dites, mais c'est des produits, c'est un peu singulier. Oui, j'ai oublié de vous dire que les produits peuvent être en positif ou en négatif. En fait, ce sont les effets produits par les activités structurantes. Donc, il y a la pollution de l'eau et des gaz à effet de serre. Ils apparaissent puisque maintenant, tout territoire, à partir de 2010, est censé tenir compte de tous ces enjeux de durabilité. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on fait ce schéma, tout n'a pas vertu positive. On a des choses produites également négatives. Et c'est ce qui permet justement de faire le lien entre les activités du territoire et également les effets négatifs notamment que ce soit socialement ou environnementalement. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, le projet TIGA, donc territoire d'innovation de grande ampleur, BioVallée a obtenu ça, donc c'est en cours. Vous voyez, le sous-titre du projet est intéressant, c'est la transition, source d'un développement économique durable et coopératif pour le bien-être et le bien-devenir en territoire rural. Et le projet va insister sur les faiblesses structurelles du territoire, notamment le fort taux de chômage, une certaine pauvreté, notamment dans la partie est du territoire, et considère que pour répondre à ça, il faut davantage coupler les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, ce qui dans le passé était davantage un projet sur l'agriculture devient véritablement, dans tous les sens du terme, un projet de territoire. Et pourtant, si on regarde le schéma, donc j'ai pris le document et j'ai revu quelles étaient les ressources et quels étaient les produits escomptés dans le cadre de ce projet TIGA, finalement, il n'y a pas tellement de choses en plus ou en moins. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui était un projet avant tout centré sur l'agriculture devient un projet de territoire. Alors pourtant qu'on ne rajoute que l'unité de méthanisation parmi les ressources. Je n'ai pas mis des cercles autour de toutes, mais globalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les activités structurantes, en revanche, on ajoute l'arboriculture et la viticulture. Et on voit que dans les produits, il y a un produit qui peut être positif ou négatif, ça dépend de comment on fait l'agriculture d'ailleurs, qui est l'impact sur la biodiversité, puisque d'ailleurs, depuis quelques années, on se rend compte qu'en plus du changement climatique, un des principaux enjeux de durabilité, c'est véritablement celui de la biodiversité, véritablement un enjeu fondamental pour tout territoire. Alors, en complément de cette représentation du territoire, j'ai essayé, j'espère que vous n'aurez pas peur avec ce schéma, de voir quelle est la dynamique territoriale de BioVallée dans le projet TIGA. Donc, au centre, vous voyez, on a une activité agricole biologique de qualité. C'est vraiment ce qui est au centre de la dynamique territoriale, avec des mots-clés, notoriété, accroissement de... non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en lien avec l'énergie, la sensibilisation et l'écologie. Et vous voyez, j'ai mis ici des points de vulnérabilité du territoire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de réfléchir avec ce type de schéma également à la vulnérabilité potentielle du territoire. Et on voit, il y a deux formes de vulnérabilité. Il y en a une en lien avec le changement climatique. C'est clairement identifié comme une vulnérabilité. Ça se traduit notamment sur les quantités d'eau disponibles. C'est la principale fragilité du système, ce qui fait que, globalement, le TIGA a comme enjeu fort de développer un schéma rural pour une économie circulaire de l'eau. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Et le deuxième gros enjeu, il est lié à la précarité sociale. Donc, en fait, il y a un enjeu très, très fort sur l'amélioration des conditions de vie.
Et pour ce faire, ben, on va chercher à créer de l'emploi, notamment grâce à la dynamique, notamment autour des plantes aromatiques et médicinales. Et vous voyez qu'on peut améliorer les conditions de vie en ayant une mobilité qui permet de réduire le fait que les gens, souvent, n'ont pas le choix que d'utiliser une voiture parce qu'ils sont dans des endroits isolés. Donc, il y a un gros enjeu. J'ai oublié de vous dire que ce projet TIGA, c'est 19 millions d'euros quand même pour un territoire comme ça. C'est loin d'être négligeable. Donc, il y a tout un effort qui est fait autour de la mobilité. Le tourisme vert aussi est considéré comme quelque chose de fondamental, à cheval entre les questions d'amélioration de conditions de vie, puisque ça va créer de l'activité économique, mais aussi avec l'activité agricole. Tourisme et activité agricole doivent aller de pair. Et puis, la création de plusieurs lieux coopératifs et collaboratifs. Vous savez, on parle de plus en plus de Fab Lab, de Living Lab, etc., etc. Donc, il y a des lieux qui permettent aux gens de se sentir moins isolés, de pouvoir coopérer, de collaborer sur des projets plus précis. Alors, ce que je vous décris, ce n'est pas non plus un lieu paradisiaque. La question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde se sent impliqué dans cette dynamique? Alors, le paradoxe, c'est que d'un côté, dès le livre blanc dont je vous ai parlé au départ, en 1971, il y a une ambition de faire participer le plus grand nombre à la réflexion. Donc ça n'a jamais été abandonné. Le territoire se revendique comme participatif depuis 1971. Et pourtant, lorsqu'on va sur le terrain, on voit que BioVallée ne continue à parler qu'à une minorité d'acteurs de la vallée, parce que les autres sont plongés dans leur quotidien, et pour eux, BioVallée reste toujours très abstrait. Donc en fait, on se rend compte que le discours de BioVallée porte beaucoup plus à l'extérieur du territoire, sur l'image de la vallée, et contribue très fortement aujourd'hui à la notoriété du territoire. En fait, BioVallée, aujourd'hui, les gens associent BioVallée au bio. On considère que c'est l'endroit le plus bio de France. En fait, ce n'est plus le cas. On a vu les statistiques ces dernières années. Il y a d'autres départements qui dépassent la Drôme aujourd'hui, mais la Drôme, grâce à BioVallée notamment, dispose d'une image remarquable de territoire particulièrement porté au bio. Alors, un autre effet aussi de l'évolution du territoire, je n'ai pas insisté pour être plus centré sur certains aspects que je voulais vous partager avec vous, c'est que le barycentre politique s'est déplacé de plus en plus vers l'ouest. Si au départ, c'était le Diois qui était moteur, aujourd'hui, on peut dire que c'est la partie la plus à l'ouest, donc plus en plaine et vers le Rhône, qui est le barycentre politique de BioVallée. Ce qui d'ailleurs est critiqué par certains qui considèrent que c'est une récupération politique. Le barycentre politique, d'ailleurs, s'est déplacé moins à gauche également. De plus en plus d'élus, y compris de droite, se sont complètement saisis de cette opportunité. Ils ont compris l'opportunité qu'il y avait autour de cette agriculture biologique. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts encore à faire en termes d'inclusion pour inclure davantage d'acteurs justement du territoire à la dynamique en cours. Et puis je vais conclure en disant qu'aujourd'hui, j'y réfléchissais en fait ce matin en relisant ça, c'est que alors que la principale ressource territoriale au départ, c'était plutôt le bio, aujourd'hui, c'est plutôt l'image que véhicule le bio qui est la principale ressource territoriale. On peut dire que le développement territorial de la Drôme, de la vallée de la Drôme, pardon, aujourd'hui, c'est le vecteur, la ressource pivot qu'il faut entretenir, c'est celle qui assure l'attractivité du territoire, c'est l'image du territoire. Parce qu'en fait, si on regarde dans les détails, il y a encore il y a des élevages industriels d'œufs de batterie, en batterie. Enfin, on ne peut pas dire que toute l'agriculture soit transformée vers du bio. Progressivement, ils essayent d'aller vers ça. Mais globalement, on voit que si le territoire est si dynamique, si il se crée des emplois, etc., c'est l'image du territoire qui devient la principale ressource territoriale. Voilà, je m'arrête là, j'en ai fini avec ma présentation.